Après plusieurs décennies difficiles, l'économie mondiale pourrait rentrer dans une nouvelle phase très favorable et connaître de nouvelles 30 glorieuses. C'est la thèse développée par l'économiste Pierre-Olivier Beffy, qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour. Bonjour. Donc vous analysez l'économie sur des générations, sur le très long terme. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que nous sommes peut-être au seuil de nouvelles 30 glorieuses? Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle vague d'innovation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la vague de l'informatisation ou de la numérisation de l'économie, qui prend plusieurs aspects. C'est l'ordinateur dur, c'est l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de choses qui se mettent en place. Cette vague d'innovation, elle modifie à la fois l'espace-temps, puisqu'on communique de manière plus rapide, les transports, puisque ça va induire un changement d'organisation des transports, et puis aussi l'énergie, parce qu'on va par exemple optimiser votre consommation d'énergie pour mieux répondre à l'offre de certaines énergies renouvelables qui, par exemple, quand il y a du vent, on produit beaucoup d'électricité, quand il n'y en a plus, on n'en produit plus. Donc elle a les moyens en quelque sorte de modifier le rapport autant à l'espace et à l'énergie, et ça c'est fondamental, c'est généralement ce qui caractérise une innovation qui est disruptive, c'est-à-dire dont les impacts vont durer plusieurs décennies et vont avoir un impact non seulement sur la productivité de chacun, mais en plus sur les modes d'organisation, sur la manière dont on va travailler, etc. Donc c'est très très puissant, il y a un changement institutionnel qui va s'accompagner de ça. Donc vous distinguez une évolution comme on n'en connaît que rarement, mais on la voit à l'œuvre, elle a commencé, mais qu'est-ce qui empêche qu'elle joue déjà ce rôle de moteur d'un cycle très favorable de croissance? Il faut des conditions pour qu'une innovation se diffuse, pas uniquement se diffuse dans l'économie, mais en plus, alors ce que j'appelle l'absorption, c'est-à-dire qu'elle soit absorbée par l'économie. Alors l'absorption, c'est un concept qui est assez simple. Entre le moment où vous faites une innovation, et le moment où vraiment elle va être utilisée de manière massive dans l'économie, il faut beaucoup de temps. Il faut parfois du temps générationnel, il faut s'habituer à la technologie. Il faut en plus de ça, par exemple, une demande structurelle. Quand vous êtes comme aujourd'hui dans un système où structurellement on est plutôt dans une phase où on essaye de minimiser l'endettement parce qu'on en a déjà trop au niveau mondial, qu'on essaie de faire des efforts budgétaires en permanence, etc., on n'est pas dans les conditions où la demande elle explose. Et donc pour absorber cette nouvelle vague d'innovation, c'est un peu plus compliqué. Et puis le dernier élément, c'est que si cette vague d'innovation, au moment où elle se diffuse, elle commence à se diffuser dans l'économie, elle induit aussi, entre guillemets, la mort de l'ancienne économie. Et celle-là, en étant détruite, c'est des emplois aussi qui sont détruits, c'est une réorganisation qui est faite, c'est un espèce de gros coup de frottement qui va empêcher qu'on voit l'innovation aujourd'hui. Dans les années 30, peut-être un dernier exemple, mais dans les années 30, on voyait que la productivité était assez faible, alors que c'était une période d'innovation fantastique. Mais en fait, toutes les innovations qu'on a faites dans les années 30, en fait, elles ont nourri après les 30 glorieuses, et donc les 30 glorieuses années de l'après-guerre, et le cycle qui s'est étendu quasiment jusqu'à la dernière décennie. Et alors du coup, vous datez l'inflexion telle qu'elle pourrait se manifester vraiment, qu'elle serait vraiment absorbée au milieu des années 2020. Comment vous arrivez à cette date d'inflexion? Alors vous savez, j'ai une petite boule de cristal, je pense que d'ici là je serai peut-être mort, je ne sais pas, touchons du bois. Je ne souhaite pas. Mais l'idée c'est qu'on observe que comme il y a un comportement générationnel dans la dette et dans l'innovation, eh bien en quelque sorte, par exemple, la durée d'un cycle d'innovation va être assez liée à la durée de vie d'une génération. Donc par exemple, vous pouvez remarquer que ce qui sépare l'énergie hydraulique de la machine à vapeur, de l'électricité, de l'énergie pétrolière, à aujourd'hui l'informatisation de l'économie, donc ces vagues d'innovation, si vous regardez la durée de ces cycles, c'est assez corrélé à l'espérance de vie. Voilà. Et donc, après, en termes de quand est-ce qu'a été la dernière rupture, pour moi, elle a commencé en 2002. Par exemple, on le voit très bien sur les marchés financiers. Je peux vous donner un exemple, mais la corrélation entre les taux longs et les marchés actions est devenue positive alors qu'elle était négative dans les années 80-90. Parce que dans les années 80-90, on était à la fin de l'ancien cycle de génération et on craignait l'inflation parce qu'on n'avait plus assez de productivité due à cette innovation. Et donc, quand l'inflation montait, les taux longs montaient, mais c'était mauvais pour les marchés actions. Aujourd'hui, on craint la déflation parce qu'on est justement dans la période où l'économie est en train de changer de modèle et donc il y a des coûts de frottement qui sont très lourds et donc on craint qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation. Donc quand il y a un peu d'inflation, ça fait monter les taux longs, mais c'est aussi très bon pour les marchés actions. Donc en 2002, c'est assez clair qu'on a beaucoup d'éléments pour justifier, y compris générationnels, pour justifier que c'est un point de transition majeur. S'il faut 25 ans pour faire une génération, ça veut dire qu'on est à peu près au milieu des années 2020. On verra si ça se vérifie. Pierre-Olivier Beffy, merci pour votre éclairage.